cette masterclass, je l'ai fait autour de comment vous libérer du temps pour vous et votre famille sans sacrifier votre carrière ni culpabiliser. Clairement, c'est pas en 1 heure ou 1 heure et demie de masterclass que je vais résoudre vos soucis d'équilibre pro-perso. Mais l'idée, c'est de vous expliquer un tout petit peu, en gros, de quoi ça relève et sur quoi vous pouvez travailler et vous donner des clés que vous pouvez travailler toute seule si vous le souhaitez. Donc, cette masterclass, elle est pour vous, les femmes actives débordées. Et j'ai compris que vous étiez concernées les deux. Donc, a priori, juste pour faire un petit peu un état des lieux de là où certainement vous en êtes. Et là où j'ai été à certaines périodes de ma vie, c'est qu'en général, quand on est une femme active débordée, on est souvent stressé et fatigué. Et souvent, on a du mal à se libérer complètement de son stress, on a du mal à s'autoriser à se poser. Et puis, on a souvent du mal à se faire aider, à accepter de se faire aider dans son quotidien ou même de se faire aider pour sortir de cette situation. Voilà, donc ça, c'est des choses par lesquelles moi je suis passée aussi, avec une vraie incapacité à me poser dans le canapé, une vraie incapacité à accepter de l'aide qu'on me proposait gentiment. Souvent, il y a aussi pas mal de culpabilité et de conflits intérieurs, c'est-à-dire qu'on nous a tellement dit qu'il fallait être parfaite partout, qu'on a le sentiment de jamais être assez bien dans les différentes sphères de notre vie. Et puis, on va dire, quand on est au boulot, on a le conflit ou la culpabilité de ne pas être avec ses enfants et le contraire. Voilà, donc souvent, ce qui est important, c'est d'être capable d'aller chercher quelles sont vos aspirations profondes, pro et perso, et puis après, de se faire confiance quand on a décidé quelque chose, d'avoir confiance dans vos décisions et puis d'arriver à retrouver un certain calme mental pour que cette petite voix intérieure, elle s'arrête. Donc ça, c'est un peu le rêve, on va dire, des personnes, des femmes qui culpabilisent et qui ont ce conflit intérieur. Voilà, savoir exactement ce qu'elles veulent, avoir confiance quand elles ont décidé et puis faire calmer ce cerveau. Voilà. À nouveau, hein, on ne traitera pas tout ça, mais ça vous donne des clés sur comment est-ce que vous pouvez travailler. Calmer toutes les activités, par exemple, qui permettent de calmer le mental, elles vont vous aider avec ces conflits intérieurs et cette culpabilité. Et puis très certainement, vous vous êtes un peu oublié. J'imagine que vos enfants vous prennent du temps, le boulot vous prend du temps. On a Cathy, tu bosses aux ressources humaines, c'est une fonction qui est preneuse. Pauline, j'entends qu'il y a eu un changement de poste récemment, si j'ai bien compris. Oui. Souvent, donc, on s'est oublié. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que les femmes, souvent, elles savent même plus ce qu'elles aiment, de quoi elles ont envie. Enfin, ça rejoint un peu les aspirations profondes. Voilà. Et puis, elles se sont complètement décentrées. C'est-à-dire que, on va dire, le centre de leur vie est devenu soit la famille, soit le boulot, soit les deux. Et puis, elles se retrouvent à côté de leur vie. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais donc, souvent, voilà, c'est aller rechercher des solutions pour se remettre au centre de sa vie. Et à un moment, par exemple, quand on fait son planning, éviter de faire toujours ce planning avec le boulot, la famille et puis ce qui reste pour soi, mais arriver par un moyen ou un autre, et ça va aller nécessiter de travailler la culpabilité, etc. Voilà. Donc, on va dire, en général, le tableau, il est pas simple parce que souvent, il y a ces 3 problèmes qui, vous le voyez, nécessitent d'aller travailler sur pas mal de sujets. Donc l'équilibre pro perso, c'est pas un sujet simple et c'est pour ça que moi ça me passionne et qui est souvent, très, personnel parce que là je décris ça, mais ça se trouve, Cathy, elle va me dire: «Ah bah moi je me suis complètement oubliée, mais par contre j'ai pas de culpabilité». Et puis Pauline, elle va dire: «Ah bah moi, j'ai du temps pour moi, mais par contre, j'arrive pas bien à profiter quand je prends du temps pour moi». Enfin, voilà. Et donc, c'est un sujet qui est complexe et qui, moi, me plaît vraiment parce que comme je suis et coach de vie et coach pro, c'est vraiment à l'intersection entre ces 2 domaines. Donc voilà. Et c'est là que, voilà, que moi, je peux intervenir. Alors, je vais vous demander comment vous évaluez aujourd'hui votre équipe pro-perso sur une échelle de 1 à 10. Et 10 étant ce qui est au top. Ouais. Alors moi, je suis à 3, hein, je pense, hein. OK, Vraiment, j'ai le pro qui prend beaucoup de temps, ouais. OK, Mmh. OK. Et c'est le pro qui prend du temps parce que c'est pas toujours le Mmh. cas, hein, des fois, c'est l'inverse. D'accord, pardon. Mmh. C'est le Et pro. toi, Pauline? Moi, ça dépend des jours. La semaine dernière, j'aurais dit 3. Là, cette semaine, j'ai un peu mieux géré, je dirais 5. OK, 4-5. OK, Ouais, ça varie entre 3 et jamais bien au-dessus de 5 et pareil, côté pro qui prend le dessus. OK.
Donc bien un problème toutes les deux autour de l'équilibre pro. Ok. Moi, ce que je veux vous dire, avant qu'on aille un peu sur les secrets, on va dire, que j'ai mis en avant, c'est que bien évidemment, vous n'êtes pas seul. Et là, je vous apprends rien, mais juste les chiffres, parce que ça vous permet un peu de vous positionner. Il y a 52% des femmes cadres qui ont un problème avec leur équilibre de vie pro-perso. Il y a quand même 41% des hommes. Et ça a évolué, c'est-à-dire qu'ils étaient moins nombreux. Et maintenant qu'on leur demande d'être de plus en plus présents à la maison, eh ben, eux aussi sont soumis à cette pression. Et donc, on peut se retrouver dans le couple, et ça peut être une des difficultés, avec une sorte de compétition entre les deux. Parce que comment on fait pour que les deux arrivent à se libérer et du temps perso, et du temps pour bosser, et du temps pour la famille? Donc, les hommes nous aident plus. Mais maintenant, on est un peu dans une relation différente qui va presque être un peu compétitive. Voilà. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu un des posts que j'avais fait, Pauline, non, mais Cathy, j'avais fait un post sur le plancher de verre, où les hommes, ils ont aussi une pression parce qu'ils ont du mal à s'investir plus avec la famille à cause du regard des autres. Donc voilà, donc on est quand même dans une situation qui évolue, mais qui reste un peu bloquée, où les hommes ont encore du mal à nous aider à cause de cette petite compétition et puis le fameux, enfin, pas très fameux, ce qui est assez peu connu, mais le plancher de verre. Voilà. Est-ce que je peux vous demander, Pauline et Cathy, de mettre en mute parce que j'ai un écho. Ouais, je suis désolée. Et puis, je vous laisserai Voilà, super. Ensuite, voilà, donc 6 femmes cadres sur 10 consacrent pas assez de temps à leurs proches, à leurs loisirs et à leur hygiène de vie. Et sur l'hygiène de vie, moi, ce qui m'a alertée, c'est qu'il y a quand même 18% des femmes qui en viennent à renoncer ou à repousser un rendez-vous médical à cause du temps. Donc ça, moi, je trouve ça inquiétant. Enfin, voilà, je trouve ça, c'est une alerte. Hein, c'est que, voilà, des fois, on est tellement investi auprès de nos enfants et après dans notre boulot qu'on en oublie de s'occuper de nous-mêmes. Voilà. Et après, alors, une petite statistique, je ne sais pas exactement comment elle a été évaluée, mais en gros, qui dit quand on veut améliorer son équilibre de vie, en fait, il y a une chose qu'il faut faire, c'est arriver à se faire aider. C'est accepter de se faire aider. Alors, quand je dis aider, c'est accepter de se faire aider par son entourage et son conjoint, par exemple. C'est vrai que moi, je me suis vue pendant très longtemps ne pas aimer que mon ex-mari, donc c'est mon ex-mari maintenant, mais que mon ex-mari étende le linge parce qu'il ne le faisait pas comme je voulais. Voilà. Sauf qu'en fait, quand même, s'il étendait le linge, ça me faisait gagner un peu de temps. Donc, en fait, vraiment une clé, et on ne la traitera pas aujourd'hui, mais je vous la donne parce que je pense que c'est important, c'est vraiment d'aller travailler sur comment je peux me faire plus aider. Et même pour se faire aider, des fois, c'est comment je peux demander en fait à me faire aider. Voilà. Et souvent, on a du mal. Souvent, on a été éduqué avec quelque chose qui nous dit une femme doit être capable de gérer la maison et normalement, elle ne doit pas avoir à se faire aider et elle ne doit pas avoir à demander de l'aide. Voilà. Sauf qu'en fait, la question qu'il faut vous poser, c'est oui, mais qui dit ça et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas autrement, quoi. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous dire, prenez ce temps pour vous, mais voilà, je me présente rapidement. Maintenant que j'ai mis un peu le décor, donc moi, je suis passée un peu par là parce que j'ai 2 enfants, donc qui sont adolescents maintenant, mais qui m'en font encore un peu voir parce que moi, j'en ai un qui est déscolarisé depuis 2 ans. Voilà, donc à un moment où je devrais commencer, ils ont 17 et 19, commencer à les voir un peu plus autonomes. J'en ai encore un bien à la maison. Avant ça, j'ai passé 25 ans dans l'industrie avant d'être coach. Et Pauline, c'est ce que je te disais. Moi, en fait, j'ai bossé avant d'abord dans le conseil, puis après chez Sanofi pendant 15 ans. Mais en fait, il y a 10 ans, je me suis passionnée développement personnel. J'ai vraiment passé beaucoup de mon temps personnel sur le dev perso. Et c'est ce qui m'a amené l'année dernière, il y a un an et demi, à quitter Sanofi et à me former pour devenir master coach certifié, alors pro et perso, et puis technicienne PNL. Voilà. En ce qui me concerne, trouver mon équilibre, ça a été un chemin sinueux. Et vous le verrez, hein, l'équilibre, on l'atteint et on le perd à chaque fois parce que les choses changent. Moi, ce que je suis arrivée à faire pas mal dans ma carrière, c'est adapter mon rythme de travail. Il y a eu des périodes, par exemple, après la naissance de mon deuxième, où je me suis mis au 3/5e. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur
mon rythme de travail et puis sur me définir des limites, ne jamais ouvrir mon ordinateur le week-end, enfin voilà, un certain nombre de choses que j'ai mis en place. Mais j'ai pas été irréprochable et j'ai eu des périodes de fort surmenage. Mon corps m'a alertée, j'ai mis du temps à l'écouter, voilà. Donc, je connais bien le problème, mais c'est un problème qui, voilà, dont je me suis beaucoup préoccupée et où j'ai beaucoup évolué, beaucoup compris de choses. Et donc, voilà, l'idée c'est que je vous en fasse, vous le partage. Et donc moi, l'idée c'est qu'à terme, les personnes que j'accompagne, elles arrivent à j'ai envie de dire, reprendre le contrôle de leur vie pour arriver à retrouver du temps pour elles et pour leur famille, sans culpabiliser ni avoir le sentiment de rien sacrifier. Et ce que j'aime bien dire, c'est vraiment dans cet équilibre que moi j'appelle souvent harmonie, on en reparlera. C'est vraiment, on parle souvent d'équilibre pro-perso, mais en fait, moi je le considère le pro, le familial et le perso. Parce que je l'ai déjà dit, souvent on oublie le perso. C'est-à-dire que le familial et le perso sont groupés en un et le perso disparaît. Et la partie qui est je prends 1 heure de temps en temps pour aller courir, je prends 1 heure de temps en temps pour voir des amis, vider mon sac ou je ne sais quoi, souvent il a complètement disparu parce qu'on se préoccupe de l'équilibre entre famille et boulot. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce que les personnes que j'accompagne, elles s'épanouissent dans leur carrière et elles s'investissent au niveau adéquat parce que souvent, pour avoir une carrière, on n'a pas besoin d'y passer autant de temps que ce qu'on y passe. Arriver à passer du temps de qualité plutôt que de la quantité avec sa famille et ses amis. Et se consacrer du temps en ayant réidentifié, j'ai envie de dire, quelles sont les activités qui vous ressourcent et qui vous font du bien et arriver à les mettre à un bon niveau de priorité. Voilà. Donc, c'est ça, moi, que j'ai envie de faire pour les femmes que j'accompagne. Je vais aller rapidement, mais là, il y a 3 exemples de coaching que j'ai fait. Donc, c'est 3 indépendantes, mais avec des problématiques assez différentes. Et on reparlera de certains des cas. Voilà, mais donc une formatrice sans enfants, une architecte sans enfants, mais on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour avoir du mal à trouver son équilibre entre pro et perso, hein, parce que là, en l'occurrence, que ça soit Anne-Marie ou Cécile, elles avaient un équilibre de vie qui était complètement très mauvais, avec une situation professionnelle qui cannibalisait leur vie personnelle. Et puis Diana, par contre, une jeune femme avec un enfant. Et sur lesquels on a travaillé sur différents aspects. Anne-Marie, ça a été plutôt se définir ses limites, on en reparlera. Cécile, ça a été limiter son exigence et donc son perfectionnisme, on en reparlera aussi. Et Diana, ça a été plutôt travailler sur ses aspirations personnelles. Voilà. Bon, je vous passe les... hop, allez, je passe un peu comme on est... Voilà, parce qu'il y a aussi... Voilà. Les mythes sur l'équilibre pro et perso. Donc, il y a beaucoup de mythes sur l'équilibre pro et perso. Le mythe des parts égales, est-ce que ça vous parle? C'est de dire, l'objectif, c'est bien évidemment de ne pas faire un tiers, un tiers, un tiers, comme moi je considère 3 parts. Et c'est de dire, en fait, l'équilibre, le mot, il n'est pas bien adapté parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire d'équilibre. On n'est pas en train de faire la balance entre deux poids qu'on veut équivalents. Et c'est pour ça que souvent, moi, je parle d'harmonie. Harmonie, pro, familiale et perso. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que tout ça, ça fonctionne en harmonie. Mais on n'est pas en train de chercher un équilibre de temps. Et là où, quand on veut chercher l'équilibre pro-perso, si on ne travaille que sur son équilibre de temps, en fait, on va dans le mur. Parce que c'est pas, par exemple, parce que votre collègue prend une demi-journée de congé, je sais pas, tous les mois ou toutes les semaines, que c'est la bonne solution pour vous et que c'est cet équilibre-là ou ce temps-là qu'il vous faut. Voilà. Donc, en fait, c'est pas une question d'équilibre. Le mythe de la séparation parfaite, c'est de dire le bon moyen pour avoir un bon équilibre pro et perso, c'est de faire vraiment une frontière très ferme. Alors ça, c'est pareil, ça va dépendre des cas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui vraiment faire bosser que au boulot et bosser que à la maison, non, et ne pas bosser quand elles sont à la maison et s'occuper que de la famille, c'est la bonne solution. Mais ce qu'on sait tous, c'est qu'avec le télétravail, la digitalisation, etc.,
c'est de plus en plus difficile de faire cette séparation. Donc, en fonction des cas, ce n'est pas l'objectif qu'on va avoir. Pour certaines personnes, moi typiquement qui suis indépendante, mon pro et mon perso, ils sont très, très mixés. Là, en l'occurrence, moi, je travaille. On est le soir et ça me va bien. Voilà. Et demain, si je veux, je prends du temps pour moi. Voilà. Donc, on n'est pas exactement plus, on l'a été à une époque, hein, où la solution, c'était vraiment cette séparation. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Le mythe de l'équilibre constant, c'est ce que j'ai déjà mentionné, c'est que c'est la caractéristique de l'équilibre, c'est qu'à partir du moment où on l'atteint, on le perd. Parce que vos enfants vont grandir, parce que votre collègue va changer et qu'il va prendre moins au boulot ou plus, parce que votre conjoint va changer de poste, parce que… donc, en fait, on passe notre temps à devoir réadapter notre équilibre ou notre harmonie. Et c'est ce que tu disais, Pauline. Tu disais, la semaine dernière, je me serais mis 3 et cette semaine, je me mets 5. Tu vois? Donc, en fait, ça veut bien dire que ça ne fait que évoluer. Voilà. Et le mythe de la solution universelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que votre collègue prend X jours de congé de tel mode, etc., que cette solution, elle va vous convenir. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu la complexité du sujet, c'est qu'à chacun sa solution. Je ne pourrai jamais, moi, même avec toute l'expérience de coach que j'aurai, venir et vous dire, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Non, vous allez être obligé, vous, d'aller chercher qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce que je peux mettre en place. Et c'est ça qui est génial, puisque de toute façon, c'est le boulot d'un coach d'aller vous faire trouver vos propres solutions. Voilà. Mais voilà, malheureusement, je ne pourrai pas vous trouver une solution toute faite. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair? Non, c'est clair pour Cathy. Pauline, c'est bon? Très clair. Okay. Voilà, et c'est un peu ce que je vous disais là, c'est une synthèse, mais c'est que trouver son équipe. Donc, ah oui, j'ai dit d'abord, l'équipe pro-perso n'est pas un mythe. Donc, je veux vous rassurer, il y a des femmes qui ont un équilibre pro-perso. Et par contre, je veux que vous ayez en tête que votre collègue que vous voyez qui a l'air de très bien s'en sortir, souvent elle s'en sort bien moins bien que ce que vous pensez. Il y a eu des stats qui ont été faits sur ça. Souvent, on a l'impression que les gens autour de nous gèrent mieux leur équilibre pro-perso qu'ils ne le font en réalité ou qu'eux ont le sentiment de le gérer. Voilà. Donc, pas la peine de trop vous comparer, car en plus, les solutions qui sont utilisées par d'autres sont sûrement pas les bonnes pour vous. Voilà. Et surtout, comme je disais, c'est pas une question de temps en fait, hein, et c'est pas qu'une question d'efficacité. Donc, il va être intéressant de travailler sur votre gestion du temps, votre relation au temps et votre efficacité, mais ça va pas être suffisant. Là où ça va être intéressant, c'est d'aller regarder comment vous expliquer que jusqu'ici, vous n'y êtes jamais arrivé. Qu'est-ce qui vous empêche et qu'est-ce qui vous a empêché jusque-là que vous voudriez changer? Voilà. Ça ne vous empêche pas de travailler votre efficacité, ça ne vous empêche pas de lire, je vous enverrai à la fin, mon guide de l'efficacité personnelle qui donne des trucs pour être un peu plus efficace, éviter de se faire interrompre quand on travaille, faire du time boxing, enfin, il y a plein de trucs sur l'efficacité, mais vous aurez beau travailler votre efficacité, ça ne résoudra pas le problème parce que la plupart du temps, les causes, elles sont ailleurs. Ça vous va? Alors, là, je vous présente 3 clés que j'ai identifiées, moi, en travaillant avec mes coachés. Il y en a d'autres, mais c'est 3 qui reviennent très souvent. La première, elle paraît un peu, elle est un peu macro, mais elle est importante, ça va être de définir vos aspirations profondes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous ne pouvez pas tout avoir. Ça, c'est clair. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour vous. Vous ne pourrez jamais avoir énormément de temps avec vos enfants tout en ayant une super carrière et tout en ayant du temps pour vous toutes les semaines autant que vous voulez. Ça, c'est pas possible. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de ça pour être heureuse. Vous n'avez pas besoin de consacrer un temps infini à votre boulot, un temps infini à vos enfants et un temps infini à vous pour être heureuse. Il va s'agir de vraiment aller chercher vos aspirations profondes. Ensuite, souvent, il s'agit de se libérer de son perfectionnisme. Et puis, souvent, on a un problème avec les femmes qui ont un problème d'équilibre ont une difficulté avec leurs limites. Donc, je reprends les 3.
les aspirations profondes, je vous ai déjà pas mal expliqué. Donc, définir ces aspirations profondes, c'est vraiment se dire qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est, j'en sais rien moi, de pouvoir participer à toutes les sorties d'école de mes enfants? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais ça veut dire que ces semaines-là, mon boulot, il passe un peu en deuxième. Est-ce que c'est vraiment de faire une carrière, mais ça veut dire que mes enfants, je les vois un peu moins? C'est vraiment aller réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous et comment vous les priorisez. Alors, je vais juste rajouter là un petit plan d'action, et j'essaie de vous donner à chaque fois un plan d'action. Donc, identifier vos aspirations profondes, ça va être aller rechercher qu'est-ce qui est important pour vous. Ce qui peut vous aider à voir ce qui est important pour vous et créer de la motivation et aussi voir comment vous pouvez les prioriser, c'est de vous visualiser. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous dites, moi, ce qui est important, c'est, j'en sais rien, moi, d'avoir une promotion d'ici la fin de l'année, visualisez-vous avec cette promotion et voyez ce que ça fait dans votre corps. Comme ça, vous verrez si c'est vraiment important ou pas. Puis après, par exemple, vous visualisez, alors je prenais l'exemple qui concerne sûrement plus Cathy, en train de faire une sortie avec vos enfants, puis voilà, vous voyez un peu ce qui se passe. Et puis, vous essayez de prioriser. Je sais que là, c'est difficile de faire seul, mais voilà, ça, c'est quand même une des premières clés qui est d'aller vous dire, mais finalement, je sais que je ne pourrai pas tout avoir. Donc, qu'est-ce que je veux absolument garder? Dans quel ordre de priorité? Et puis, je m'ai souvent identifié le premier pas, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, dès demain, qui me permet d'aller vers cette aspiration et peut-être de lâcher quelque chose qui est moins important. Ça vous parle ou pas? Ouais, je vois Cathy, oui. Pauline, c'est bon? Des questions? Ok. Donc ça, c'est les aspirations profondes. Je reprends un des 3 exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Diana, en fait, elle allaitait son bébé, elle était indépendante, elle avait repris son travail, elle était épuisée. En fait, elle avait 2 aspirations qui étaient en conflit. Elle voulait être une bonne mère et pour elle, être une bonne mère, ça voulait dire allaiter. Et puis, elle voulait démarrer sa société. Donc, elle avait vraiment 2 aspirations qui étaient incompatibles. Une de ces aspirations, elle était très influencée par une croyance qui était on n'est pas une bonne mère si on n'allaite pas jusque tard. Voilà. Donc en fait, on a travaillé là-dessus et elle a compris qu'en fait, être une bonne mère, finalement, ça voulait pas dire allaiter son enfant, que ça voulait dire autre chose. Donc son aspiration d'être une bonne mère, elle est allée essayer de comprendre, de chercher qu'est-ce que ça voulait dire finalement pour elle, mais vraiment pour elle et pas pour la société. Parce que là, souvent, on va aller chercher finalement les injonctions qu'on reçoit de la société ou de notre entourage. Et finalement, elle a travaillé sur accepter le fait qu'être une bonne mère, ça ne veut pas dire allaiter. Et ça lui a permis de lancer sa société et de retrouver du temps pour elle. Elle s'est même mise à refaire des activités culturelles, ce qu'elle n'avait pas fait depuis la naissance de sa fille. Voilà. Donc vraiment, aller travailler sur les aspirations, mais ces aspirations à soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et en fait, allaiter son bébé, c'était pas important pour elle, c'était important pour elle vis-à-vis de l'image qu'elle renvoyait. Mais en fait, elle, c'était pas ça en fait qu'elle avait au fond d'elle. Et on est allé gratter ça. Le deuxième secret, alors je ne sais pas si c'est votre cas parce que c'est pas le cas de toutes les femmes, mais on retrouve ça assez fréquemment, la petite voix du perfectionnisme. C'est-à-dire la petite voix qui, quand vous avez signé un dossier à 18h30, vous avez tout rangé rapidement, vous rentrez, vous vous occupez du repas, faites manger, vous couchez les enfants et puis vous dites « Ah non, je crois que mon dossier n'est pas complètement fini, je vais réouvrir mon ordinateur pour le finir, pour corriger 3 fautes d'orthographe que personne n'aurait remarqué si vous ne les aviez pas corrigées. » Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Prendre conscience que la perfection n'existe pas, que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à la perfection, et tant mieux, parce que ce qu'on aime chez les gens, c'est leur imperfection, et que la plupart du temps, ce que vous vous imposez, les autres ne le voient même pas, ne le remarquent même pas. Voilà. Travaillez sur votre perfectionnisme. Du jour au lendemain, on ne se dit pas « je veux arrêter d'être perfectionniste ». Ça n'existe pas. Ce qu'il faut faire en général, c'est identifier une solution spécifique qui vraiment est impactante. Typiquement, ce fameux dossier que vous réouvrez le soir après avoir couché vos enfants parce que vous avez le sentiment qu'il n'est pas fini, qu'il reste une faute d'orthographe ou que vous avez oublié de mettre une ligne qui va, vous pensez, changer la face du monde alors que tout le monde s'en moque. Voilà. Donc, vous identifiez
cette situation, et je ne sais pas si vous avez des situations que vous voulez me proposer d'ailleurs, Cathy, Pauline, ça vous concerne ou pas? Moi, oui, complètement. Se réveiller la nuit en disant mince, j'ai oublié telle Ok, phrase dans un mail, voilà. ok. Donc rappeler le Moi, mail. pareil. Cathy, toi? Moi, pareil, hein, je suis Ah, ok. pareil. Bon. Mm. Comment on travaille là-dessus? Donc, imaginons cette histoire de dossier. Ce qu'il faut, c'est bien que vous preniez conscience de la limitation que vous crée ce perfectionnisme. C'est-à-dire vous dire, OK, donc c'est-à-dire que ce soir, je pouvais me faire une série sur Netflix, mais moi, j'ai préféré réouvrir mon dossier pour aller corriger 3 fautes dont tout le monde se fout. Donc, vraiment, essayez d'identifier cette situation qui vous touche et identifier quel est l'impact, quelle est la conséquence pour vous, en quoi elle vous pénalise. D'accord? Et après, vous donnez une autorisation. Et le terme est important. C'est vous donner une autorisation. C'est aller vous dire quelle autorisation je peux me donner pour éviter de me pénaliser. Et elle va être très personnelle. C'est-à-dire que l'autorisation, ça peut être de dire je m'autorise à ne pas réouvrir et à mater Netflix toute la soirée. Mais si ça, c'est trop dur pour vous, ça peut être je m'autorise, j'en sais rien moi, à rester un quart d'heure de plus au boulot pour finir mon dossier et me permettre de ne pas réouvrir le soir. Donc, c'est vraiment à vous de voir quelle est l'autorisation qui est juste et que vous vous sentez de pouvoir mettre en œuvre. Parce que l'autorisation relative à la réouverture de l'ordinateur le soir, ça ne sera pas la même pour Cathy, ce ne sera pas la même pour Pauline. Et ça ne sera peut-être pas Netflix, ça sera peut-être tricoté ou j'en sais rien. Voilà. Mais donc, c'est vraiment à vous de dire qu'est-ce qui me paraît une autorisation que je suis capable d'accepter et de mettre en œuvre. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de la mettre en œuvre le plus tôt possible. Et vous verrez qu'après, eh ben, c'est ça qui est génial parce que c'est toujours cette histoire des petits pas. C'est qu'une fois que vous avez fait une autorisation, donné une autorisation, eh ben, vous vous en donnerez de plus en plus. Et l'exemple, en fait, c'est un exemple qui vient de moi. J'avais une grosse difficulté quand je recevais à la maison, il fallait toujours que tout soit parfait, qu'il y ait un repas de dingue, qu'il y ait 36 verres, des couverts, voilà. Voilà, ce qui fait que finalement, c'était tellement lourd de recevoir que je recevais plus beaucoup. Et puis en fait, j'ai appliqué exactement ce que j'ai dit, c'est que j'ai fait pas à pas. C'est qu'au début, je me suis autorisée à, je sais pas moi, mettre qu'un verre et plus mettre 3 verres. Après, je me suis autorisée à faire un apéro dînatoire, mais où c'est moi qui préparais tout. Jusqu'à ce qu'à la fin, je fasse des apéros dînatoires où tout le monde amène quelque chose et moi, je prépare presque plus rien. Voilà. Et donc, petit à petit, en fait, je me suis donné des autorisations. Et maintenant, aujourd'hui, par exemple, j'aime même quand les gens viennent à l'improviste. Enfin, voilà, ça, je ne suis plus la même personne. Par petites autorisations, je suis arrivée à vraiment résoudre ce problème de perfectionnisme lié au fait de recevoir. Avant, ma maison était toujours nickel. Bon, maintenant, les gens, ils arrivent, c'est pas toujours nickel. Eh bien, ça fait du bien. C'est super agréable. Mais je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. J'ai vraiment travaillé par autorisation successive. Première petite autorisation, je la mets en place. Puis après, je m'autorise plus. Puis vous verrez, après, on ne s'arrête plus. Hein. Après, on finit par recevoir en pyjama. Je ne suis pas là encore. Hein. Troisième chose, définir vos limites. Alors, vous verrez beaucoup dans les discussions sur le développement personnel, oser dire non. Alors, oser dire non, c'est quelque chose que je travaille aussi avec certains de mes coachés. Mais l'étape d'avant, et pour moi, c'est vraiment important de le faire dans ce sens-là, c'est déjà définir vos limites. C'est-à-dire pour savoir à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non. En fait, c'est exactement ça, la première étape. C'est là où vous sentez que vous avez du mal à dire non, par exemple. Hein, vous définissez, et alors j'aime bien cette question. À quoi vous dites oui et à quoi vous dites non? D'accord? Je trouve que quand on se la pose comme ça, ou alors à quoi j'ai envie de dire non, et qu'aujourd'hui, j'arrive pas encore à dire non. Mais voilà, à quoi clairement je dis oui, il n'y a pas de souci. À quoi, quand mon chef me demande de rédiger un mail pour le lendemain et qu'il est 18h30, ça c'est non. Alors, je vais peut-être pas encore oser lui dire, mais pour moi, c'est non. Voilà. Écrivez-le, c'est hyper important.
Écrivez vos limites, parce que quand elles sont dans vos têtes, elles n'existent pas. Quand elles sont sur le papier, déjà, elles prennent forme. Et ce qui est génial, c'est que si en plus elles sont écrites, vous pouvez les communiquer. Et si vous les communiquez, ça vous évite d'avoir à dire non. Et ça, c'est top. Et c'est ce qui est arrivé à Anne-Marie, que j'ai coachée il y a quelques mois. Anne-Marie, donc formatrice indépendante, en déplacement tout le temps, toutes les semaines, un jour à Nantes, un jour dans le sud, enfin, épuisée, aucun temps pour elle, voilà. On a fait un truc tout simple avec Anne-Marie, c'est qu'on a défini quelle était son organisation idéale. Combien de jours de déplacement par semaine? Est-ce qu'elle s'autorisait à se déplacer toutes les semaines? À quoi elle disait oui, à quoi elle disait non? Voilà. Et en fait, elle a fait un truc tout bête. Elle a écrit ses règles et elle les a envoyées à sa donneuse d'ordre. Parce qu'en fait, elle travaillait, c'était une autre indépendante qui lui donnait la plupart de ses missions. Et ben à partir du moment où elle a fait ça, comme par magie, et ben tout s'est réglé. Parce qu'en fait, elle n'avait jamais expliqué à sa donneuse d'ordre qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait plus se déplacer, qu'elle en avait marre d'être à un bout de la France en début de semaine et à l'autre bout de la France la fin de la même semaine. Il a suffi qu'elle lui dise et tout s'est réglé. Et elle a pratiquement jamais eu à dire non. Parce qu'en fait, elle avait juste clarifié ses règles, clarifié ses limites et elle les avait communiquées. Ça vous parle? Je vois Cathy qui fait oui. Ça peut être pareil avec vos enfants, hein. C'est pareil. Quand on leur dit pas qu'on veut pas qu'ils se relèvent le soir alors qu'on est tranquillement devant la télé ou en train de finir le dossier qu'on n'avait pas fini, clairement leur dire, peut-être l'écrire, peut-être, voilà. Moi, je rencontre pas mal de mamans qui se rendent compte, en fait, en discutant, qu'elles n'ont pas bien clarifié les limites avec leurs enfants. C'est tout bête, mais on a souvent l'impression que c'est évident. Donc, l'écrire, l'afficher, mettre une pancarte sur la porte qui dit je ne dois pas être dérangée quand c'est un moment où vous ne devez pas être dérangé. Enfin, en fait, c'est vraiment donner une existence physique et à vos règles et les communiquer. Voilà. Donc ça, c'est les trois sujets qui reviennent souvent. Et après, le dernier, des questions sur ces trois sujets, Pauline et Cathy? C'est bon? Ok, c'est cool, je suis claire. Non, non, très, très, très clair, Vanessa, et merci beaucoup parce que c'est des choses, j'ai envie de dire, enfin, qui sont basiques, très simples, Ouais. en fait, qui font du bien à entendre, en fait. Ok, super. Mm. Bon, c'est cool. L'état d'esprit qui change tout. Je l'ai déjà mentionné un peu. Pour moi, ce qui va vraiment changer dans votre capacité à gérer votre vie, c'est que vous deveniez le pilote de votre vie. J'ai mis des termes là. Vous passez de spectatrice à actrice, de passagère à pilote, de victime à responsable. Ce qu'on voit souvent, et moi ce que je vois en coaching souvent, c'est finalement des femmes qui subissent. C'est-à-dire, c'est des femmes qui me disent j'en peux plus de mon boulot, j'en peux plus de ce rythme. Je leur dis bah pourquoi tu changes pas? Ah bah non, je peux pas. Bah tu peux pas, pourquoi? Ah non, c'est pas possible. Mais il n'y a pas vraiment de raison. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où on se sent victime d'un système, victime d'un environnement, victime c'est difficile de venir changer quelque chose dans sa vie. À partir du moment où on ne demande pas d'aide, on est victime en fait. C'est-à-dire qu'on laisse le système nous déborder. Quand on est responsable, on a conscience qu'on est débordé et on a, entre guillemets, l'intelligence d'aller demander de l'aide. Et je dis ça sans critique, hein, parce que je suis passée par là. Et je dis pas que c'est facile, mais en fait, moi, je vois quand même beaucoup, beaucoup de personnes, et c'est pas que les femmes, hein, parce que même des hommes, qui en fait se plaignent de leur situation, mais ne font rien pour que ça change. Voilà. Et donc, à un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités pour que ça change. Voilà. Pour moi, devenir pilote de sa vie, ça passe par, et on va revoir des choses qu'on a vues, c'est-à-dire, en général, là, si l'équilibre n'est pas bon, il faut amener du changement. Pour amener du changement, il faut se créer la motivation, c'est-à-dire il faut se définir un objectif ou il faut se donner comme cible une vie meilleure, entre guillemets, plus agréable pour créer de la motivation.
il faut se mettre dans un état d'esprit où on est prêt à assumer ses responsabilités et à mener le changement. C'est-à-dire que votre équilibre, il ne s'améliorera pas si vous ne changez rien. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, hein, plus de la même chose donne plus du même résultat. Donc, en fait, c'est pas parce que vous allez bosser plus que vous allez vous libérer du temps. C'est pas parce que vous allez faire plus avec vos enfants que ça va résoudre le problème, puisqu'en fait, ce qu'on cherche, c'est de la qualité, c'est pas de la quantité. Voilà. Et puis, créer un environnement de changement. Ça rejoint l'aide, c'est-à-dire que pour moi, pour améliorer votre vie, votre équipe de vie, ça ne peut pas se passer sans que vous fassiez aider. C'est-à-dire que pour moi, le jour où vous avez vraiment envie de changer les choses, il faut que vous preniez votre conjoint. Il faut que vous lui disiez, en fait, j'en peux plus, j'ai envie de changer des choses, je vais avoir besoin de ton aide. Il faut que vous préveniez vos enfants. Les enfants, je fatigue, je suis en surmenage. On va changer des choses. Ça sera du mieux pour vous, ça sera du mieux pour moi, parce que de toute façon, moi, je vais finir par craquer. Enfin, voilà. Donc, c'est se dire aussi, je prépare mon environnement pour changer les choses. On en a déjà parlé, c'est définir de quoi vous avez vraiment envie. Voilà. Ça peut passer aussi par clarifier vos valeurs. On n'en a pas parlé. Mais souvent, pour les prises de décision, si on est clair sur ses valeurs, ça aide. Voilà. Donc, ça, c'est tout un, j'ai envie de dire, c'est une sorte de fondation qui est intéressante de mettre en place autour de vos aspirations et leurs priorités, vos valeurs, vos limites, pour pour pouvoir apporter le changement en sachant, voilà, par rapport à quoi vous voulez définir votre cible, par rapport à vos valeurs, vos aspirations et vos limites. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller vous comprendre, j'ai marqué, vous libérer de vos entraves, c'est comprendre en fait qu'est-ce qui vous empêchait jusque-là. Souvent, c'est comme je le disais, c'est pas juste améliorer votre gestion du temps, c'est déjà améliorer votre relation au temps. Et puis, c'est aussi regarder quels sont les automatismes que vous avez. On a parlé du perfectionnisme, mais il y a d'autres, ce qu'on appelle pilote inconscient, qu'on a mis en place depuis petit ou petite pour ne pas trop avoir à réfléchir et parce que c'est un mode de fonctionnement qui s'est mis en place. Et souvent, pour arriver à équilibrer, ça nécessite d'aller contrer un peu ces automatismes. C'est-à-dire l'automatisme qui fait que quand vous avez envie de dire non, vous dites oui. On en a parlé un tout petit peu. Et bien celui-là, on peut le contrer. On peut aller voir qu'est-ce qui fait que vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Et comment est-ce qu'on peut, là encore, peut-être que vous donniez une autorisation. Voilà. Souvent, il y a des croyances limitantes, hein, les femmes. On nous a dit qu'il fallait qu'on soit des mères parfaites, qu'on ait une carrière géniale et qu'on soit des femmes toujours pomponnées, toujours jolies et toujours disponibles pour nos maris. En fait, qui dit ça? Pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette croyance pour qu'elle devienne vivable? Et puis, après, pour que vous arriviez à faire ces changements, on peut travailler aussi sur la confiance en vous, transformer les comportements que vous avez. Donc, c'est très, très lié aux automatismes. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est aussi ancrer les changements. C'est-à-dire que quand on a parlé, par exemple, tout à l'heure des autorisations, je vous l'ai un peu dit, mais en fait, avant de vous donner une deuxième autorisation, il faut ancrer la première. Il faut faire un exercice vraiment de prendre l'habitude, ancrer, voilà. Et c'est pas 21 jours, c'est juste, voilà, prendre le temps que les changements se mettent en place. Et pour certains, ça sera rapide et pour d'autres, ça prendra plus de temps. Et il y en a qui s'ancreront jamais et c'est OK parce qu'il y a des choses contre lesquelles on ne pourra jamais lutter. Voilà, et ça fait partie de nous et il faut juste apprendre à vivre avec et trouver des alternatives. Voilà. Et puis surtout, comme on l'a dit, l'équipe vie pro, vie perso, on va dire ça, à partir du moment où il est stable, il devient instable. Donc, c'est être dans une logique d'amélioration continue, c'est-à-dire que finalement, cette boucle de changement et d'amélioration, faut la revisiter régulièrement. Voilà, alors après, on a des petits changements qui ne nécessitent pas toute cette machinerie, mais dès qu'on est dans une situation où à nouveau, on n'est pas bien, il y a des choses à remettre en œuvre, on peut revisiter cette machinerie-là pour aller améliorer la situation. Voilà, et ça, en fait, c'est la proposition que je fais dans mes coachings. Voilà, c'est de passer par ces 4 étapes, alors qui ne sont pas les unes derrière les autres, hein, bien évidemment, parce que on ne traite pas les sujets linéairement comme ça, mais voilà, dans mes coachings, c'est ce par quoi je fais passer mes coachés pour arriver à améliorer leur équilibre de vie. Il y a des questions?
Ouais, j'aurais une question, Vanessa. Ouais. Donc, tu me dis que c'est pas forcément dans cet ordre-là, hein, pour le coup, parce que je pense qu'en fonction des coachés que tu as, je pense que tu as des modules où tu passes pas forcément autant de temps. Ou, Ouais. ouais. Donc en fait, donc moi, j'ai deux dans mon offre, j'ai deux solutions. J'ai soit le coaching individuel où là, bien évidemment, tout ça on fait vraiment comme on veut. C'est vraiment à façon. Et sinon, j'ai du coaching collectif. Donc ça, c'est un programme que je suis en train de lancer, qui vise vraiment à faire ce que j'ai décrit. Où là, comme c'est du collectif, on est un petit peu plus obligé de passer par ces différentes étapes. Mais après, chacun, il passe plus ou moins de temps. Parce que l'idée, c'est que moi, je vous donne, j'ai envie de dire, de l'apport théorique, un peu comme je l'ai fait là. Là, je vous donne des exercices un peu plus concrets que ce que je vous ai donné. Et après, moi, je vous permets, lors de coaching collectif, de venir avec des problématiques que je coach en séance pour que vous ayez une séance de coaching et que les autres bénéficient de vos coachings.